Le parricide de Léhir, chapitre 10. Le 24 mai 1898, 3 mois à peine après la disparition de Joseph Ancion, le procès de son assassin présumé s'ouvre à Nancy. Devant les portes de l'hôtel de Beauvau-Craon, où siège la juridiction criminelle, derrière la place Stanislas, la foule des grands jours s'était pressée dès les premières heures de la matinée, bien avant le début de l'audience. Car c'est l'affaire de l'année. Et surtout, chacun veut voir Charles Ancion, monstre parricide pour les uns, victime manipulée pour les autres, beaucoup moins nombreux. Dans le box, escorté de 4 gendarmes, le jeune homme blond affiche des traits encore plus maigres. Face à lui, sur une table, devant le greffier, les pièces à conviction. Le chevalet, la scie, le marteau, la chaise brisée, la hotte. En contrebas, un sac scellé contient les vêtements ensanglantés de la victime. La cour prend place. 3 magistrats entourés d'un jury populaire tiré au sort. À gauche, le public découvre l'avocat général Aubrun. Il est là pour réclamer la tête d'Ancion. À droite, devant l'accusé, l'avocat de la défense, maître de Nicéville, va lui tenter de sauver la tête d'Ancion. Après la lecture de l'acte d'accusation, le président reprend la parole et, coup de théâtre, indique qu'Ancion a changé de version quelques jours plus tôt. C'est le président lui-même qui a recueilli ce nouveau récit alors qu'il visitait l'accusé en prison quelques jours avant son procès, comme c'est l'usage en matière d'assises. Le magistrat donne lecture de cette ultime déposition. Ma mère était rentrée pendant que je me disputais avec mon père. Elle me passa un tisonnier en disant « Tue-le, tue-le !» Il s'adresse à l'accusé. Puis, elle vous passa ensuite un marteau avec lequel vous avez frappé votre père, qui aurait bientôt succombé. Pendant toute la scène, votre mère vous aurait excité en criant et en insultant votre père. Ancion acquiesce. Les bancs du public, eux, feignent la surprise. Les plus fervents d'entre eux protestent. Le magistrat interroge alors l'accusé. Pourquoi avoir attendu avant de livrer cette nouvelle version ? Je l'aimais bien et je ne voulais pas la compromettre, répond en larmes l'accusé. De tout le reste, les détails, la scène de crime, Ancion répète inlassablement qu'il ne se rappelle pas, en pleurs. Des larmes pour son triste sort d'assassin, selon l'accusation impitoyable. L'avocat général, torque nadadesque en quelque sorte, veut laver le sang par le sang, la décapitation par la décapitation. C'est la mort par guillotine qu'il réclame aux jurés, priés d'écarter ces circonvolutions trop tardives pour être considérées comme sincères. La défense, elle, bondit. Maître de Nicéville dénonce une agression injuste de la part d'Ancien père, la victime. Charles s'est défendu, mais le malheur voulut que sa mère rentrât. Si elle n'était pas revenue, il ne serait pas là, certainement. L'avocat poursuit. Mais la mère alla fermer les portes. Elle passa les armes. Elle encouragea le fils à frapper, car elle souhaitait enfin être débarrassée de son mari. Et plus tard, c'est elle qui eut l'idée de faire jeter les restes du père Ancion dans l'étang de Quercigny. Il n'a fallu que quelques heures aux jurés pour délibérer. À la reprise des débats, dans une atmosphère lourde,
exacerbé par la ferveur mortifère de la foule. Le président s'est assis, puis il a entamé la lecture du verdict. La Cour, à la majorité, a reconnu Charles Ancion coupable de l'assassinat de son père. En conséquence, reprend le président, la Cour vous condamne aux travaux forcés à perpétuité. Charles Ancion est mort quelques années plus tard au bagne de Cayenne. La tête de Joseph Ancion n'a pour l'heure pas été retrouvée.